avec Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Nous allons parler du Burkina Faso, reprise du procès de l'ancien président assassiné Thomas Sankara. Mali, quelles conséquences après l'expulsion du représentant de la CEDEAO? Et puis Soudan, coup d'État, la communauté internationale fait pression pour un retour à la transition civile. Maître Eric Emmanuel Sosa, bonjour, vous allez bien? Très très bien, merci. Et le procès de l'ancien président Thomas Sankara a repris à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Effectivement, bon, je pense que là, pour cette fois, on a tenu le calendrier et on espère que enfin les choses vont se passer de la façon la plus apaisée possible pour que la vérité éclate, parce qu'en réalité, dans ce procès, l'enjeu principal, c'est de connaître les conditions dans lesquelles les choses ont pu se passer et de tirer les conséquences judiciaires des responsabilités qu'on pourra établir à l'issue des débats. Les débats commencent d'ailleurs bien, puisque des membres du commando assassin passent aux aveux et disent clairement ce qu'ils ont dit, et ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, qu'on ne vienne plus nous parler à partir de ces premières révélations, qui étaient dans le dossier d'instruction, mais qui maintenant sont portées devant la place publique, et devant l'opinion internationale, toute convoquée pour également être témoin de ce procès historique, que M. Compaoré ne subit pas un acharnement politique. C'est bien de chez lui que le commando est parti, et c'est en son nom que le commando a agi, et à la fin de l'opération, c'est lui qui a récolté le butin, c'est-à-dire le pouvoir comme butin de l'opération, qui a consisté à abattre Thomas Sankara et ses malheureux compagnons. Donc maintenant que cette chose-là est dite, il faut qu'on avance et que bon, l'histoire après fasse la part des choses, répartisse les responsabilités, apaise les cœurs si c'est possible, et que le Burkina Faso connaisse enfin, dans la paix, le développement qui fait partie de son ambition, et que les acteurs politiques désormais au Burkina Faso comprennent que bon, la violence de cette nature et à cette échelle est définitivement proscrite, et que bon, on peut faire de la politique au Burkina Faso en étant sans crainte pour sa vie et pour la vie des siens. Voilà. Vous voulez dire que les premières heures du procès mettent en exergue la responsabilité de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré? Totalement. Ceux qui ont parlé ont d'emblée mis en cause, enfin. Je veux dire, là on n'est pas dans la mise en cause, on est dans le récit factuel, véritable. Bon, un procès souvent réserve beaucoup de surprises aussi. On va voir comment ça va évoluer. Les débats peuvent parfois vous réserver des surprises. Il peut y avoir des confrontations qui vont dégénérer en dénégation aussi. Des gens peuvent venir soutenir le contraire, mais pour l'instant, ce n'est pas la direction que cela prend. Donc bon, on va attendre de voir évoluer la chose, et on pourra faire la part véritable des choses et tirer les conséquences utiles. Maître Eric Emmanuel Sosa, on sait que plusieurs membres du commando ont pris la fuite. Ils ne sont plus au pays, au Burkina Faso précisément. Qui ont témoigné? Ben, écoutez, plusieurs membres du commando, non. C'est uniquement on va dire, les membres les plus actifs. Mais le général Diendéré est là. Il n'a pas pris la fuite, lui. Il est là. Bon, il a parlé? Pas encore. Bon, mais son tour viendra. Mais on le sait taiseux. Il est plutôt dans le déni. Bon, il ne comprend pas que... Bon, parce que de toute façon, c'est devenu une habitude avec lui. On sait qu'il ne veut pas parler, et il laisse les choses se déliter autour de lui. Il joue la tombe. Ben, on verra. Mais le moment viendra où, quand même, à un moment donné, confronté à sa conscience,
peut-être que il craquera. Vous pensez qu'il va adopter la même attitude dans un Au cours de dossier ce procès, aussi indispensable? oui, parce qu'il n'a aucun intérêt à se mettre à table. Il n'en a pas envie. Je crois que son tempérament même le lui interdit. Et bon, on verra. Mais cela dit, je ne veux pas parler à sa place. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il sait et ce qu'il est capable de révéler. Mais bon, on verra. On verra quand son heure arrivera et qu'il sera interrogé à la barre. Alors, maître, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès Thomas Sankara? Tout, c'est-à-dire la vérité. Ce procès n'a que cette finalité, connaître la vérité des circonstances dans lesquelles Thomas Sankara a trouvé la mort avec ses compagnons. Point barre. C'est tout. Il y a eu, écoutez, pendant tout le règne de Blaise Compaoré, l'omerta sur cette affaire. Ouais. Il ne fallait pas qu'on en parle, on a tout fait pour étouffer la vérité historique et aussi la vérité politique. Donc aujourd'hui, bon, les langues se délient et il est bon que cela continue. Alors, maître, le procès avait été suspendu à la demande d'avocats de la défense, commis d'office, qui souhaitaient plus de temps pour prouver, pour pouvoir étudier les 20 000 pièces du dossier. Vous pensez qu'ils ont eu le temps d'étudier les 20 000 Non, pièces? pas encore. Écoutez, en 2 semaines, tout de même. Je pense que l'entreprise, même s'ils sont dotés de capacités de lecture et de compréhension exceptionnelles, 2 semaines, c'est un temps relativement court. Mais bon, on peut quand même, au fil des débats, se préparer et travailler. Vous savez qu'un procès d'assises comme celui-là, surtout quand il se déroule sur plusieurs semaines, on sait à l'avance quel est l'ordonnancement des choses. On peut prévoir qui sera interrogé demain, après-demain, etc. Et en fonction de cela, se préparer et faire les recoupements nécessaires par rapport aux pièces. Donc, non, je pense qu'on peut leur faire confiance. Il n'est pas question d'avoir avalé comme ça à toute vitesse 20 000 pièces en 2 semaines. Il faut encore les analyser au fur et à mesure des débats. Et parfois même, les débats vous offrent un éclairage pour interpréter les pièces. Parce que des pièces dans un dossier criminel, ça dit tout et rien à la fois. Si vous n'avez pas d'abord contextualisé la pièce, elle ne vous dira rien. Vous la lirez comme un document médical ou un procès verbal, mais bon, ça ne vous parlera pas spécialement. Mais il faut que la pièce parle, il faut que la pièce ait une efficacité, il faut savoir à quel moment l'utiliser à bon escient, quelle vérité en tirer, etc. Et ça, c'est pendant le débat que ça se passe. Donc, Maître, il demandait au moins 1 mois. Quand on voit ce procès qui est historique, est-ce qu'il ne fallait pas leur donner les 4 semaines pour qu'ils étudient? Parce que c'est ce qu'ils ont demandé. oui, bon, écoutez, 4 semaines, pourquoi pas 8, après tout. Non, mais c'est vrai. Si les choses devraient se passer normalement, oui, si on respecte le confort de chacun, parce que on a un ministère public qui connaît le dossier depuis très longtemps, Ouais. des avocats qui sont dans le dossier depuis très longtemps, depuis le début de la procédure, des avocats de partie civile, d'avocats de défense. Bon, donc, eux, ils arrivent et ils ne peuvent pas être à égalité avec ces gens-là, jamais. Donc c'est la raison pour laquelle, je pense, le délai de 2 semaines, tout en étant frustrant, reste un délai raisonnable pour au moins commencer à se familiariser avec les éléments essentiels de la procédure. Parce que dans un dossier comme ça, il y a des éléments saillants dont vous avez besoin et les autres sont sur les 20 000 pièces, on va être d'accord. Très probablement, 1 millier seront déterminants. Ouais. Le reste, c'est des pièces de procédure, c'est des recollements de PV, de choses diverses, bon, qui ne vont pas être, on va dire, des éléments capitaux pour la manifestation de la vérité. Mais bon, parfois, vous savez, sur les 20 000 pièces, il peut se trouver que l'essentiel se trouve dans 10 pages. Attention, il faut savoir trouver les 10 pages. Et il faut savoir les utiliser le moment venu. C'est ça la différence. Sinon,
Il ne faut pas se laisser impressionner par le nombre de pages. On n'est pas dans l'étude de manuscrits de Dostoïevski. Alors, maître, vous pensez qu'au fur et à mesure que le procès va avancer, cela va faire parler peut-être Blaise Compaoré? On a déjà parlé de Gilbert Diendéré. Écoutez, moi je pense que Blaise Compaoré se grandirait éminemment à intervenir, à dire quelque chose. Bon, mais apparemment, tout semble prévoir le contraire. C'est-à-dire que il est actuellement calfeutré dans un passeport ivoirien si confortable qu'il n'a aucune envie de s'en départir. Donc à partir de ce moment-là, le passeport ivoirien, avec toutes les immunités qui l'accompagnent, le protège. Donc bon, je pense que on se souviendra qu'il a fini petitement et que bon, la lâcheté a couronné le reste. C'est tout. Allez, on passe au Mali. On sait que le pouvoir en place a donné 78 heures à M. Boli, représentant spécial de la CEDEAO dans ce pays, pour quitter le territoire. Maître, on va voir les conséquences après l'expulsion du représentant de la CEDEAO, les conséquences pour le Mali. Mais écoutez, les conséquences, c'est que le Mali s'est fâché avec la CEDEAO. Mais bon, ça, disons que on n'a pas de surprise. Le Mali et la CEDEAO n'ont jamais été sur la même longueur d'onde. Le Mali et la CEDEAO avaient déjà maille à partir depuis le début de la crise. Donc bon, aujourd'hui c'est un point d'orgue parce que renvoyer un représentant de l'institution sous-régionale comme persona non grata, c'est quand même assez rare pour être souligné. Mais bon, s'ils l'ont fait, c'est que maintenant ils ont décidé d'en découdre. Je pense que les conséquences, c'est que probablement le Mali va dire à la CEDEAO, laissez-nous vivre notre transition, notre révolution, appelons-le comme on voudra, et c'est tout. La CEDEAO ne va pas faire la transition malienne à la place des Maliens. Ouais. Voilà. Alors, à part laisser-nous diriger notre transition, quel message cette junte passe par l'expulsion de M. Boli? Mais écoutez, c'est une expression un peu brutale de souveraineté, et parfois, de temps en temps, il en faut. Parce que, vous savez, c'est parce que la CEDEAO elle-même continue de se discréditer de plus en plus. En n'ayant pas de curseur précis, on ne sait pas où se trouve la jauge de la CEDEAO. Elle est prompte à jouer les gendarmes quand la situation est pourrie, et elle est si complaisante quand les prémices qui occasionnent justement le pourrissement sont présents. Elle ne fait tellement rien, elle est si gentille avec les acteurs que bon, finalement, je pense que c'est une bonne chose. Ça va lui permettre désormais de prendre autrement ses responsabilités, d'endosser véritablement son rôle de, oui, on va dire gendarme institutionnel si on veut, pas constitutionnel mais institutionnel. Il s'agit de protéger les institutions, pas uniquement lorsqu'il y a irruption kaki dans les institutions, mais lorsque même en col blanc, on est en train de faire pire que ne feraient les militaires. C'est ça aussi. C'est-à-dire que, en fait, on a la phobie de l'intervention du militaire sur la scène politique. C'est vrai. C'est devenu un dogme. Mais au fur et à mesure que l'histoire de la démocratie en Afrique noire, en Afrique francophone notamment, est en train d'évoluer, on se rend compte que finalement, les dérives anticonstitutionnelles, les dérives attentatoires à l'équilibre des institutions ne sont pas nécessairement le fait des militaires. Donc quand ces dérives-là se présentent et que vous, institution supranationale, ayant vocation à justement créer les conditions pour qu'on ait, disons, un standard sous-régional de gouvernance, vous ne faites rien.
et que bon, vous adoubez plus ou moins des gens qui sont des délinquants constitutionnels avérés, et que après, bon, quand à ces gens-là, des militaires font des coups d'État, vous venez dire ah les militaires ont tort, il faut qu'ils finissent leur jeu rapidement, etc. En donnant des agendas qui eux-mêmes sont surréalistes, surréalistes. Alors pour le cas du Mali, on ne peut pas dire que Ibeka soit entre griffes un délinquant constitutionnel. Il n'a pas encore terminé son deuxième mandat. Mais Non, cette mais dans le expulsion... cas de Ibeka, attention, il faut toujours nuancer les choses. Ibeka, c'est vrai, il n'a pas été trouvé en situation Le changement de de constitution. changement constitutionnel illégal, immoral et illégitime. Non, on n'est pas dans ce schéma. Mais lui était dans un schéma de contestation et de rejet de la population. Et les militaires n'ont fait que ramasser le pouvoir en se baissant. Parce que, bon, au moment, le 19 août 2019, quand il a été déposé, non, 2020, pardon. 2020, oui, c'est l'année. Quand il a été déposé, il n'y avait personne pour le défendre. Le peuple entier était témoin du rejet général qu'il inspirait. Et les militaires pouvaient donner le pouvoir aussi aux civils qui commençaient le travail. Et très bien d'ailleurs, maître. Bon, c'est toujours ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il est bon que ça ne se soit pas passé comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est ma théorie personnelle. Toutes les fois que des civils vont être là comme des receleurs d'un braquage de pouvoir, il faut qu'ils s'apprêtent à subir également à leur tour le même braquage. Donc non, hommes politiques responsables devraient se tenir à distance de cette querelle-là. Et il n'est pas question, parce qu'on est opposant désireux de prendre le pouvoir, de venir le récupérer des mains des militaires qui l'ont pris par effraction. C'est la raison pour laquelle je dis non, il est bon que ça ne se soit pas passé comme ça. Quand des militaires arrivent au pouvoir en prétendant prendre leurs responsabilités, il faut les laisser épuiser complètement leur ambition en assumant leurs responsabilités du coup d'État. On appelle ça des périodes de transition auxquelles on peut associer utilement et valablement la société civile et des opposants politiques éventuels, et parfois même, parce que c'est heureux, des gens du pouvoir évincés, parce qu'ils n'ont pas tous tort, certains ont encore des choses à dire, certains arrivent à récipicence en disant oui, effectivement, je me suis trompé en accompagnant ce mouvement de pensée, je me suis trompé en posant aux côtés du pouvoir déchu tel ou tel acte politique, mais je reste un citoyen soucieux du devenir du pays et je voudrais qu'ensemble on réfléchisse aux changements appelés par la population et auxquels nous pouvons techniquement contribuer. Bon, si on fait ça, il n'y a pas une aggravation de crise. On considère que c'est une période d'exception, une parenthèse dans la temporalité de l'évolution de la société et de ses institutions, et puis c'est tout. Alors, maître, l'expulsion du Burkinabé Boli arrive quelques semaines après la visite du président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo. Oui, qui est allé dire quoi? Est-ce Demander de façon itérative que le délai qui était fixé par la CEDEAO pour la fin de la transition soit respecté. Bon, mais attendez, on va avoir le festicisme des dates à ce point? Et il n'y a que ça qui les intéresse? Alors, vous pensez qu'on est en train de... Bamako est en train de régler les comptes à la CEDEAO par la passerelle de l'émissaire de cette CEDEAO, mais même si on a parlé d'ingérence politique et autres, on n'a pas détaillé véritablement ce qu'il a fait. Oui, bon, enfin, on voit quand même en toile de fond qu'il y aurait, disons, des accointances désagréables avec la société civile qui s'apparenterait à une immixtion. Bon, on peut le dire. Mais vous savez, il y a eu des transitions militaires réussies. Prenons le cas, par exemple, de John Jerry Rawlings au Ghana. Cette transition a duré 16 ans. Il a fallu 16 ans à John Jerry Rawlings pour construire les rails sur lesquels les institutions du Ghana aujourd'hui sont si solidement ancrées. Bon,
je ne dis pas qu'il faut 16 ans partout. Et n'est pas Rollins qui veut, Oui. d'accord? Mais au moins ayons la clairvoyance d'analyser chaque situation, de voir quels sont les enjeux auxquels chaque transition de fait créée, d'accord, est confrontée, et essayons de façon raisonnable de voir dans quel délai utile hein, la transition peut accoucher de quelque chose de pérenne. Parce que là, on a l'impression qu'il y a un tel empressement que, bon, on va décréter la fin de la transition, on va faire des élections bâclées qui vont s'accompagner immédiatement d'une crise de légitimité et on va recommencer encore dans 2 ans. On reviendra encore à la case départ. Non, il ne faut pas faire ça. Alors, on va finir par le Soudan, coup d'État. La communauté internationale fait pression pour un retour à une transition civile. Paris a parlé, Berlin également, la Grande-Bretagne, les États-Unis qui ont coupé même leur aide au Soudan, plus de 700 millions de dollars. Alors, c'est difficile pour le Soudan, même si actuellement les jeunes Soudanais marchent toujours, manifestent toujours. Ils ont promis de sortir massivement le samedi prochain, Maître Éric et Emmanuel Sosa, pour défier les militaires en place à Khartoum. Oui, c'est vrai. Le Soudan est un exemple, à chaque fois, plein de rebondissements et qui déroutent l'analyste. Parce que au Soudan, personne n'a vu venir. Et finalement, c'est par l'effet d'un soulèvement populaire que l'armée a pris le pouvoir et l'armée s'est associée, la société civile, pour gouverner dans le cadre d'une transition qu'on a appelée le Conseil souverain. Bon. Et puis, chemin faisant, on a découvert que bon, le jeu politicien habituel a pris le dessus et finalement, la transition était en train de dérailler. Bon. Et aussitôt, fidèles à leur tempérament, les militaires sont encore arrivés pour dire non, mais on veut que ça se passe. Sauf que maintenant, le peuple vigilant dit non, on ne veut plus que ça se passe comme ça. Et on est retourné à la confrontation initiale du temps de Omar el-Béchir même. Du coup, finalement, on ne sait pas trop comment les militaires vont gérer la crise dans la crise. J'espère que ça ne va pas déboucher sur des massacres massifs de populations civiles désarmées, parce que c'est toujours ça, des combattants les mains nues, qu'on envoie servir de chair à canon à des militaires incontrôlés. Et ça, il faut absolument l'éviter. Mais ça ne veut pas dire que la transition est en danger. Non, je crois qu'on peut faire confiance à la lucidité des Soudanais, des hommes politiques soudanais. Ils l'ont démontré par le passé. Je pense que les esprits se sont un peu échauffés ces temps-ci. Et il est souhaitable, et en tout cas plus que probable, que les choses se tassent pour que dans les semaines qui viennent, on voit cette transition se réorganiser et proposer quelque chose qui donne un peu d'espoir à ces jeunes Soudanais qui sont dans la rue et qui ne demandent rien d'autre que la réussite de la transition véritable. Ouais. C'est surtout ça qui est attachant quand on voit les spectacles proposés. C'est pas des gens furieux qui veulent en découdre nécessairement avec un pouvoir. Ils lui reprochent d'être trop militarisé. Et il lui reproche, à cause de cette militarisation justement, des dévoiements dans la vision que la société civile proposait au cours de la transition. Il y a des débats qui sont en cours. On est en train de proposer des changements constitutionnels. C'est pas fini. Donc alors, il faut faire aboutir la transition. Alors, quel peut être l'impact de ces sanctions sur les militaires actuellement? Forcément, si vous voulez, bon, je ne pense pas que ce soit la chose la plus habile à faire. Ouais. Non, parce que en fait, c'est la population qui en paye le prix. Et c'est cette population, en payant le prix et en subissant finalement les frustrations complémentaires
dans une situation de crise économique aggravée, qui va cette fois-ci exprimer quoi? Un mécontentement contre une transition qui n'a pas les moyens de résoudre les problèmes qui relèvent des contingences économiques auxquelles elle est confrontée. Vous voyez? Donc du coup, si vous voulez, la gouvernance n'étant pas de qualité pendant la transition sera bâclée et on aura quelque chose de bancal. On va se presser d'en finir pour que le pouvoir échoue à un civil technocrate et finalement le Soudan ne sera pas mieux gouverné. C'est toujours ça. Je dis tout le temps, quand il y a une crise de cette nature, laissons la crise épuiser complètement tous ses effets. Mais il faut à chaque fois, quand il y a la crise, faire l'analyse épistémologique des crises, enfin des causes de la crise, pour pouvoir en sortir. Mais quand on est obnubilé par les gens qui sont dedans, les gens qui sont à la tête, plutôt que par les solutions qu'ils proposent, on foire à chaque fois les transitions. Ce n'est pas les hommes dont il s'agit, ce sont les idées, ce sont les projets qui sont proposés et qui sont mis en discussion. Mais on a l'impression que c'est la tête des gens, c'est le galon qu'ils portent, c'est le képi. C'est pas ça le problème. On parle à chaque fois, que ce soit dans le cas soudanais, malien, guinéen, on parle de citoyens ordinaires, qu'ils soient militaires ou pas. Militaire, c'est pas une race, c'est un métier. D'accord? Et on n'est pas un paria et complètement évincé de tout débat politique parce qu'on est militaire. D'accord, ils ont fait serment d'être neutres, les militaires, normalement. L'armée est apolitique. D'accord? L'armée a vocation à servir le pouvoir civil. C'est ça, quand ça marche normalement. Mais quand on est militaire, on n'est pas au banc de la société. On a les mêmes souffrances. Les enfants de militaires vont dans les mêmes écoles que tous les autres citoyens. Leurs femmes accouchent dans les hôpitaux poisseux dans nos pays. Elles vont au marché et elles connaissent à chaque fois la cherté de la vie comme Madame Tout-le-Monde. Alors pourquoi eux n'auront pas le droit de réfléchir au devenir commun? C'est la raison pour laquelle je dis, quand on est complètement obnubilé par le fait que ce sont des militaires, donc il ne faut pas qu'ils participent à telle transition, je dis non, on pose mal le problème. On pose très mal le problème. Il y a des militaires valeureux qui ont sauvé leur pays du chaos. Il faut s'en souvenir toujours. Merci beaucoup à vous, Maître Eric Emmanuel Sosa. Vous êtes avocat au barreau du Togo. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.